Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'âme des castes, le podcast sur Yu-Gi-Oh! Avec moi, Théromique, votre hôte absolument spécial et fabuleux. Je m'envoie des fleurs, et oui, mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode très spécial, beaucoup plus spécial que les autres, parce que il est un peu plus maison, il est un peu plus personnel, il est un peu plus près de ce qu'on fait sur la chaîne. Cette fois, on n'a pas un invité extérieur comme généralement j'ai l'habitude de le faire. J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, très cher à mon cœur, que vous connaissez sans le connaître. Edge, bonjour, comment ça va ? Eh bien, bonjour Théro, ça va très bien, je te remercie pour l'invitation et je vous souhaite, ça fait plaisir. Bonjour à tous aussi, tous les auditeurs de ce podcast. Eh bien, Edge, est-ce que tu peux te présenter? Comment est-ce que les gens te connaissent sur la chaîne Théro Yu-Gi-Oh? Eh bien, donc, moi je suis donc dans les backstage, bien évidemment. Exact, tu es le chef monteur en fait de la chaîne Théro. Sans toi, rien ne tournerait, on pourrait dire. Chef monteur non seulement donc de la chaîne Théro, mais surtout chez Archiprod en fait. Donc en gros Archiprod, qui est une structure qui travaille avec Théro en fait pour justement mener à bien la production des vidéos. Et moi, donc, je suis prestataire pour cette boîte de prod-là. Et donc, mon rôle dans tout ça, c'est de mener à bien la production des vidéos de la chaîne et de m'assurer qu'il y ait quand même un suivi côté qualité. Je fais office aussi également, forcément, on va travailler de pair avec Théro pour l'organisation. Ouais. On va regarder ensemble qu'est-ce qui est à venir pour les prochaines semaines. Je monte aussi, bien évidemment. Je suis sur le terrain également. Parce que, en fait, si vous voulez savoir, moi, j'ai démarré Théro Yu-Gi-Oh! En mars 2023 officiellement, on a sorti la première vidéo en mai, et au début, je n'avais que Kerry, monteuse, qui travaille toujours sur la chaîne d'ailleurs, pour m'épauler, et on a travaillé ensemble pour faire un petit peu d'avance. L'été est passé, l'avance s'est amenuie, et à un moment, je suis allé voir Kélian, Kélian est venu me voir précisément pour dire, écoute, est-ce que tu veux qu'on produise ta chaîne? On en a discuté, j'ai dit, oui, let's go, et donc il était temps de faire un recrutement. On a posté des annonces en mode « Allez, bonjour, vous êtes monteur, venez rejoindre l'équipe L'Aventure Théro ». Et j'ai reçu un MP Discord de Edge qui avait fait le test que j'avais demandé aux gens. Et parce que Edge, on se connaît de Trash avant. En fait, on a bossé ensemble sur Manga Trash. Tu montais aussi sur ça. À la base, je pense même que c'est toi qui m'as fait rentrer chez Trash, si je me souviens bien, quand j'avais commencé. Oui, alors parce que je me rappelle, alors c'est super précis les amis, vous n'aurez aucun des noms là-dedans, mais Noctis, qui monte également aussi pour la chaîne, avait été un pote de Kerry, je crois, ou une connaissance de Kerry. Vous avez travaillé ensemble sur une autre chaîne. Exact, tout à fait. On cherchait des monteurs chez Trash, Kerry nous a recommandé Noctis, et toi t'étais un pote de Noctis parce que tu fais des AMV à la base, c'est comme ça que tu démarres le montage, les kings des AMV. Qu'est-ce que tu fait comme AMV à peu près, genre, tu es dans quoi? Moi j'étais dans la Sora Tokasai, pour ceux qui connaîtront, si certains connaissent, qui était une team d'AMV francophone, donc. STK. Ouais, la STK. La première fois que j'ai entendu ce que voulait dire la STK, moi je pense que c'est juste la STK. C'est incroyable, mon dieu. Bah oui, donc du coup la STK, c'est comme ça que j'ai commencé à la base de montage. Hein. La preuve, au final, il y a toujours cette espèce de côté-là, cette espèce d'amour-là des compositions, du rythme aussi, ça part de là, je pense. C'est l'origine de tout, quoi. C'est pour ça que c'était vraiment une belle porte d'entrée pour arriver ensuite et me dire, ok, let's go. On va commencer à faire un peu de montage sur YouTube, on va regarder un peu qu'est-ce que je peux faire, et quand j'ai vu l'offre d'emploi pour ta chaîne qui est apparue, j'étais en mode mais ok, je suis fan de Yu-Gi-Oh! Je fais du montage avec des animes déjà de base. C'est tout donné, quoi. Bien sûr. Du coup, parenthèse également, tu es également québécois. Oui. Que les gens, je pense que les gens se posent sûrement la question, on se l'ont sûrement dit depuis 5 minutes qu'on parle. C'est amusant parce que j'ai moi été aussi au Québec quelques années pour mes études finalement. Donc à quelques années d'écart, on aurait pu se croiser réellement, je pense. Il y a peut-être un monde où on s'est croisé dans la rue sans même se connaître en fait, et juste être en mode genre. J'étais du côté de Côte-Sainte-Catherine. Voilà. Là, les amis, c'est ultra précis. Vraiment, on ne parle pas du Yu-Gi-Oh! On parle des quartiers de Montréal. J'espère que vous adorez ce podcast, L'âme des castes. On parle vraiment exclusivement de Yu-Gi-Oh! Franchement, on adore Montréal, la 14e ville la plus polluée au monde. C'est génial. J'adore ça. Ah, mais c'est vrai. Là, c'est terrifiant parce que j'ai décidé de entièrement changer de sujet. Il paraît qu'il y a un fil conducteur, je le jette. Je me suis rendu compte
À Montréal, je tapais les 80-82 kilos et je suis rentré en France et j'ai perdu. Et là, je suis à 70, quoi. Ouais, et je me rends compte, il y a une vraie différence de alimentairement parlant. C'est le jour et la nuit, quoi. Et j'ai pas l'impression de manger différemment, juste c'est un peu triste pour être honnête parce que ça je l'ai remarqué, moi je suis déjà venu en France notamment, je suis déjà venu 2 fois et je l'ai senti rien qu'à la nourriture que vous mangez beaucoup mieux en fait que nous en termes de produits. Les produits qui vous sont vendus sont beaucoup plus qualitatifs. Nous on a beaucoup de produits qui sont importés des États-Unis notamment. Le pain est tellement sucré, c'est terrifiant, c'est terrifiant à quel point le pain est sucré. C'est vraiment impressionnant. Mais ouais, un peu triste malheureusement de ce petit détail de mon pays, mais je l'aime bien quand même. Du coup, Edge, toi, comment est-ce que Yu-Gi-Oh! Ça t'est venu, en fait, surtout ça, je me pose la question. Comment est-ce que t'en es arrivé à... Ça, c'est une grande question. Tu veux la vérité, la première fois que j'ai regardé Yu-Gi-Oh! J'avais été comme... Nous, tu sais, à l'époque, ça date... Moi, faut savoir que j'ai 27 ans, d'accord? Je suis un dinosaure chez Archiprod, c'est génial. Moi, à l'époque, quand j'étais tout petit, il y avait encore tout, tu sais, les cassettes vidéo, donc magnétoscope et tout, genre. Donc nous on allait souvent avec ma mère, on allait souvent dans les clubs vidéo et tout, et je vais toujours me rappeler, il y avait pas beaucoup, nous au Québec, faut savoir que les animés et tout ça en général, c'était très peu démocratisé et on n'avait pas beaucoup de produits importés du Japon, que ce soit de manière culturelle ou de manière même n'importe où. On n'avait pas des BZ à la télé, on n'avait pas Naruto. Ben, on a eu Naruto, mais assez tard quand même. Et franchement, ça faisait que le marché était assez fermé à ce niveau-là. Il y avait très peu de dessins animés japonais, en fait, qui débarquaient. Donc, dès qu'il y en avait un, en fait, qui se démarquait un minimum, en fait, il shinait un peu, il brillait un peu au travers de tout ce qu'il y avait de cartoon américain et c'était intriguant un peu, tu vois. Et je me souviendrai toujours, en fait, il y avait cette cassette vidéo du film de La Pyramide de Lumière. Je suis né en 98, donc le film est sorti en 2004. J'étais très très jeune, je devais avoir peut-être moins de 10 ans facile. Et cette cassette vidéo-là m'avait marqué parce que je me rappelle, je l'ai louée plusieurs fois d'affilée, en fait. On retournait au club vidéo et je la relouais. En fait, je la reprenais parce que j'aimais trop ce film. Je kiffais trop. Il y avait quelque chose, en fait, qui dégageait l'ambiance musicale. Toute la scène avec Kaiba et son jet, son espèce de jet quand il décolle avec une grosse nuque de rock en fond. Genre, je me souviens de moi, enfant, être en train d'exploser mon crâne devant cette scène-là et de la replay en boucle parce que je kiffais trop le flow de Kaiba, genre. C'est vraiment tout bête et derrière, au final, ça a été une porte d'entrée parce que j'ai vu qu'il y avait ces produits-là dans les vitrines quand je rentrais justement au D-Club vidéo où ils vendaient les premiers decks de structure. Donc j'avais acheté, je me rappelle, c'était ma mère qui m'avait acheté le deck de structure de Kaiba justement, et je me souviens de moi tout petit avec mon dragon blanc aux yeux bleus qui le transportait partout dans la maison. Je l'ai dégommé, hein, le pauvre dragon blanc aux yeux bleus, il a subi les pires vices, mais en tout cas il a eu une belle vie remplie d'aventures et de rebondissements pour finalement probablement être jeté quelques années plus tard par mes parents qui font du ménage, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Donc oui, j'ai découvert ça comme ça, et petit à petit je me suis intéressé un peu plus à l'univers, j'ai vu qu'il y avait un animé, forcément avec les années après, c'est un peu retombé, et vers 2015 environ, j'ai commencé à me réintéresser au truc parce que je trouvais que les cartes un peu récentes étaient stylées. C'est un peu bizarre, hein? C'était l'ère des pendules en plus, donc je suis un ovni, mais moi j'ai bien aimé Arc 5, faut savoir, j'avais regardé Arc 5, j'avais kiffé, je trouvais la vibe avec les dimensions et tout, c'était vraiment cool. Et bon, petit kiff sur les Red Raptors aussi, on remercie Kurosaki Shun pour les travaux. J'ai repris à ce moment-là et derrière, je me suis dit, c'est quoi, je vais commencer à collectionner. Et de fil en aiguille, avec les années, j'ai un peu joué aussi. Mais je suis beaucoup plus un collectionneur qu'un joueur, faut savoir. Théro le sait depuis le temps, mais je suis très matérialiste un peu, je dirais. C'est vrai que j'aime bien toi, tu es le mec vraiment le plus matérialiste de Yu-Gi-Oh que je connais. Tu as un deck Dragon Maid full rarity. Ça, c'est max rarity. Je suis assez admiratif. Moi, à l'inverse, c'est très drôle parce que du coup, on se fait des duels remote de temps en temps. Et moi, je suis vraiment le gars avec les sleeves nuls et les cartes. Le plus de communes il y a dans mon deck, le plus heureux je suis. Et toi, à côté, t'es vraiment genre avec le tapis de Mana Moon bien et tout, trop stylé. Et moi, dans le bac à sable, quoi, littéralement. Donc on se complète bien, j'ai l'impression. C'est vraiment bébé qui tousse contre bombe hydrogène. C'est ça. Mais bon, vas-y, moi je suis. Au final, je me fais éclater par contre, je précise. Ah bah voilà, je passe plus de temps à concocter les combos. Moi, je suis le mec qui perd, mais avec style. J'ai le drip dans la défaite. Exact, c'est ça. Mais tu es sous la douche, mais tu es en costard sous la douche. C'est exactement ça. Je suis assez heureux de t'avoir ici parce que moi j'aime bien parler un peu de l'envers du décor de la chaîne parce que c'est quand même pas mal le travail ce qu'on fait derrière un peu tout ça quoi. Là, ça fait depuis novembre 2023 qu'on
bosse ensemble, quelque chose comme ça? Ouais, c'est à peu près à peu ça. près? Je suis arrivé vidéo de Nishi, la première sur laquelle j'ai bossé, Yes. je me rappelle. Ouais, de fou. Comment tu te sens après 2 ans de travail sur Tero? Si tu faisais un avant-après, que ça serait quoi? Bah déjà, j'ai de la thune, donc je suis content, quoi. Non? C'est bien ça. Plus sérieusement. Attention, voilà, vous le notez, hein, Teromic paye ses monteurs ici. Oui, voilà. Non, mais la vérité, c'est que ça a été une très belle opportunité pour moi parce que ça a été une porte d'entrée dans Archiprod aussi, donc c'est sûr qu'il y a tout ça aussi qui gravite autour et bah du coup, j'en profite pour te remercier pour cette opportunité absolument incroyable. C'est pas pour ça que je t'ai invité d'ailleurs, vraiment, c'est vraiment juste pour parler de la chaîne, mais ça fait plaisir quand même, bien sûr. Mais c'est... Non, je te rassure, je veux quand même, faut quand même le préciser tout de même. C'est vrai, bien sûr, tout à fait, merci beaucoup. Donc le avant-après, c'est une belle découverte pour moi parce que non seulement il y avait le côté Tero, mais en plus de ça, c'était vraiment une expérience différente parce que moi, je viens du milieu de la télévision à la base, donc tout ce côté-là, un peu voir la différence entre le milieu plus un peu plus fou et sauvage de YouTube, je dirais, contrairement au milieu très cadré de la télévision. Donc là, c'était vraiment sur YouTube, j'ai l'impression qu'on fait vraiment avec les moyens du bord. On essaie le plus possible on s'arrange le plus possible et aussi pour le bien-être des gens en fait. J'ai beaucoup ce sentiment-là et c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce qu'on essaie toujours de s'adapter. On met le côté humain quand même assez avant tout et au final on évolue tous ensemble dans un écosystème qui des fois n'est pas facile en vrai, il faut dire, parce qu'on doit respecter les délais serrés, on a un planning qui est assez précis en fait, mais au-delà de ça, on essaie toujours de garder cette bonne vibe-là. On a une équipe qui est assez soudée aussi, ça fait plaisir. Les gens ils aiment bien parler entre eux, il y a une bonne ambiance. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est plus. C'est ça. Là, je suis allé avec Kurgi, qui monte également sur la chaîne depuis au même temps que toi. D'ailleurs, s'il arrive en même temps que toi, c'est la première grande vague, la première vague de monteurs. En soi, il y a ce côté de genre, on s'est vu en vrai, c'est cool, et dans le sens, on travaille bien, c'est régulier, on arrive à se faire confiance sur des projets. Et ça, j'ai pas l'impression qu'il y a ça partout, quoi. Genre, j'étais dans d'autres équipes, même moi, surtout aussi en télé. J'ai pas un peu bossé en télé. Parfois, c'est très pro et c'est tout, quoi. Genre là, j'ai quand même l'impression que genre on est principalement pro, mais il y a aussi le plaisir d'être là, quoi. Genre, enfin, moi, c'est ce que je ressens par rapport à vous, quoi. Mais c'est vrai. Et c'est aussi, je trouve, ça va aussi en fonction. C'est aussi la vibe que dégage la chaîne aussi, tu vois. On sent que ce côté-là où on veut produire quelque chose d'assez clean, mais en même temps, tu fais des blagues dans les règles. C'est toujours très agréable je veux dire, on rigole bien aussi, tu vois. On est bonne ambiance. On se fait des mimes entre nous, on s'envoie des petites blagues. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ouais, j'en ai en train de faire juste la pub de la chaîne actuellement, là. On est bien sûr, mais c'est aussi pour ça Venez travailler chez nous, mais la vérité, c'est que c'est aussi l'ambiance Archiprod qui est comme ça, tu vois. Et en vrai de vrai, c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est l'un des gros points forts au final de travailler avec Archiprod, c'est de pouvoir avoir ce côté-là où on va tous se pousser vers le haut, quoi. Moi, je le dis tout le temps à tous les gens qu'on va aller recruter, tous les prestataires avec qui on va faire affaire, c'est vraiment le côté où on veut cette espèce d'ambiance un peu shonen là, tu vois, le côté où on s'entraîne ensemble, on se soutient, on se serre les coudes et let's go, on va faire évoluer les chaînes avec lesquelles on travaille dans la bonne direction, quoi. C'est ça, parce que là, on a sorti à peu près une centaine de vidéos longues, 200 si on compte les shorts. Il y a un vrai travail d'organisation, de gestion derrière, où moi je sais qu'il y a les textes sur lesquels je bosse, de ton côté, gérer les deadlines, s'assurer qu'il y a une DA qui colle, parce qu'il y a plusieurs à chaque fois personnes sur une seule et même vidéo. Il faut s'assurer que du coup tout soit bien assemblé. Quand on a des intégrations, des pubs, des sponsors, c'est encore plus important, des choses comme ça. C'est une vraie machine que j'ai l'impression qu'on a développé, quoi. Oui, bah c'est essentiellement nécessaire aussi, quoi. Avec un système où on veut sortir du contenu une fois par semaine, on n'a pas le choix d'avoir une structure qui tienne la route parce que on l'a senti moindrement qu'il y a un maillon qui s'affaiblit un peu dans la structure, ça peut ralentir le processus. C'est normal, il y a jamais de système parfait, donc évidemment qu'il y a des moments où on doit essayer d'un peu serrer la ceinture, quoi, mais ça reste tout de même, c'est nécessaire, quoi. Il faut qu'on ait un minimum de structure, un minimum d'organisation et qu'on puisse être en mesure de pouvoir se dire, ok, c'est quoi notre planning pour les prochaines semaines, comment on mène à bien ce planning-là, est-ce qu'on a des besoins, bref, communication avant tout, hein, ça c'est vraiment essentiel. Mais définitivement, non,
je trouve on a quand même on peut être fier, je trouve tout de même de ce qu'on a réussi à faire pour l'instant. Et j'espère en tout cas que ceux qui écoutent ce podcast, chers spectateurs, j'espère que vous appréciez aussi les vidéos. En tout cas, ça fait plaisir. C'est un podcast de membership, donc j'espère que vous aimez les vidéos si vous nous soutenez directement de cette manière. Sinon, pourquoi? Quel intérêt, je dirais. mais ça ferait plaisir, merci beaucoup. C'est juste mais de fou. C'est très contradictoire. Mais écoutez, si jamais c'est le cas, pourquoi pas, hein? Ouais, voilà, bienvenue aussi. Des gens qui hate watch, genre je mets 2€ pour écouter un podcast que je déteste, quoi. Du coup, là où je voulais en amener un petit peu là-dessus, et ce qui sera sûrement le titre de ce podcast, c'est que on a sorti un big projet récemment. Les derniers mois, depuis janvier 2025, on a quand même pas mal putain de charbonné. Et même en vrai, parce que pour vous, là je parle du coup de la grosse vidéo branded sur Albaz, parce que vous le voyez, vous l'avez vu sortir comme ça une semaine, on en avait un peu parlé avant, on l'avait un peu teasé, mais je crois que c'est ça, Edge, quand est-ce que je t'en ai parlé la première fois, je sais plus, C'était l'été dernier, c'est même peut-être plus loin que ça en vrai. Parce que mais moi, je sais qu'on a commencé à mettre les maillons, les premiers calls étaient vraiment comme... C'est au courant de l'été dernier, vraiment. L'idée que je l'avais eue quand j'ai vu le Animation Chronicle, je pense que c'était début 2024, en janvier 2024, quand j'ai vu le segment sur Ecclesia et Albaz, tu sais, du coup, dans la vidéo de 6 minutes animée de Konami, qui montrait un petit peu les différents archétypes, un peu comme ça. Je suis en mode, ok, c'est trop bien, il faut qu'on fasse notre truc. Ça m'a pris 6 mois de concocter un peu l'idée d'écrire le scénario, donc bien sûr toujours en parallèle du reste. Et ouais, je t'ai appelé démarrer la discussion, été 2024, c'est ça, quelque chose comme ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, on avait fait pourquoi personne ne joue les 6 samouraïs, et il y avait tout un espèce de fragment storytelling. Ça, c'est vraiment les débuts des fondations, en fait, de la vidéo branded, c'est ça vient de là. C'est vraiment, on voyait que ça avait plu aux gens. On voyait qu'il y avait ce côté-là où ça se faisait, quoi. Donc, de faire de l'animation à partir des artworks officiels de Konami. Ouais, c'est vraiment un test pour nous, les 6 samouraïs. J'ai l'impression que je suis en mode, vas-y, Edge, go off. Prends une semaine pour faire des trucs stylés. Et ça a bien marché, quoi. C'est ça. Et au final, on s'est dit, pourquoi pas faire un plus gros projet avec cette même DA-là. Quand tu m'en as parlé, forcément, ça a fait écho, hein. On a tout de suite pensé à ça. On s'est dit, ouais, en fait, ça se fait, hein. Concrètement, ça peut se faire. Et on peut le faire même pousser le concept encore plus loin que ça. Et je me souviens que dès le départ, dès nos premières conversations, on avait déjà en tête, je me rappelle que, genre, je sais plus où c'était venu dans la conversation, mais l'un des premiers vocals qu'on a eu, on en a parlé de la shot d'Ecclesia qui se transforme en Cartésia. Ça, c'était très clair. Genre vraiment, à la base, j'avais quelque chose de beaucoup moins ambitieux en tête, mais ça, on en parlera après de la séquence d'animation. Mais ouais, très directement, je sais que la structure globale était là. Genre, j'avais le scénario, il y a quelques mini machins qui ont bougé, mais globalement, les bases et de ce qu'on voulait étaient très présentes, quoi. Genre, c'était là, vraiment. Je trouve que on a réussi à faire quelque chose dont on peut vraiment être fier, dans le sens où là, je la regarde, des fois, je la vois, j'en mets des petites parties où je check, je la montre à des gens, et en la voyant, je me dis, ouais, on a fait du mieux qu'on pouvait avec le temps et le contexte et les moyens qu'on a eu, je pense. Franchement, ouais, définitivement, et surtout le fait de se donner comme challenge là, de vraiment utiliser les artworks des cartes comme principale illustration, ça reste un défi tout de même, hein, faut le rappeler, parce que la plupart des artworks non seulement sont introuvables en tout cas en qualité décente pour être édités en fait concrètement de manière plus précise dans un projet audiovisuel, surtout en fait, c'est des moments précis en fait d'un moment de l'histoire. Donc nous, le challenge, c'était comment on fait pour lier tous ces moments-là, en fait, et que ça tienne la route et que ça se comprenne, que ce soit compréhensible pour le viewer, et que quelqu'un qui le regarde et qui connaît pas trop l'histoire arrive quand même à comprendre qu'est-ce qui se passe, qui sont les personnages, leur créer une identité aussi. Je pense que c'était ça l'un des gros défis. D'ailleurs, je serais curieux de savoir, toi, justement, au début, comment ça t'est venu cette idée-là, justement, de mettre des voix, parce que moi, je me rappelle, quand on en avait parlé au début, dans ma tête, j'avais un peu cette idée-là de faire comme ce qu'on avait fait pour Pourquoi personne ne joue les samouraïs, et je me rappelle avoir été un peu surpris lorsque tu m'avais amené l'idée de lier le truc et d'en faire vraiment un court-métrage à part entière. Ça, je me rappelle, ça m'avait étonné, et je suis curieux de savoir. Dès le départ, en fait, genre, parce que avant de lancer Tero Yu-Gi-Oh, je faisais un concept sur la chaîne Teromic, qui est toujours sur YouTube si vous voulez le voir, qui s'appelle Que je vous raconte. Je racontais un film d'animation comme si c'était moi le personnage principal. En fait, genre je te raconte mes vacances. Tu sais, c'est une aventure que j'ai jouée moi, et je te la
raconte et je fais des blagues. Allez voir ça si vous voulez voir de l'archéologie de Theromix qu'il faisait avant qu'il soit connu, quoi. Et c'est vraiment parti de là, de ce qui m'a donné le plaisir de faire de la semi-fiction sur YouTube, entre guillemets, parce qu'il y avait des comédiens de doublage avec qui je travaillais pour faire des voix des personnages, des trucs comme ça. C'était un petit peu comme les résumés de foireux de Crazy Bomb World, mais avec un petit peu plus de mise en scène méta, entre guillemets. J'avais déjà cette expérience de faire de la fiction sur Internet. Ça me manquait un peu de plus en faire, parce que la chaîne Théro, elle est beaucoup plus, entre guillemets, corpo, j'ai envie de dire ça. C'est très... La forme est beaucoup plus léchée, les formats sont très... Et surtout, en plus, en 2024, on avait encore testé moins de trucs, c'était très défini. Je pense que ce qui m'a vraiment donné cette inspiration, c'est en mode, ok, là, c'est un format qui ramène le cinéma sur la chaîne. Et à la base, moi, j'aime beaucoup le cinéma, j'ai fait des études dedans, et donc c'est ce qui m'anime. Donc je pense qu'il y a vraiment eu ça. Mais dans quelle galère on s'est embarqué sans le savoir. C'est un projet qu'on aurait pu torcher en 2 mois, mais on a décidé d'être très ambitieux, peut-être presque trop par moment, et du coup, ça nous a pris peut-être un peu plus de temps que prévu. Je vois pas de quoi se parler, franchement. Je trouve qu'on a été modéré, hein, tout de même. On a été modéré, bien sûr, ouais. On peut le dire, combien ça nous a coûté, du coup, au total, je pense que c'est 12 000 balles à peu près que ça nous a coûté, je pense que c'est ça, ouais. On a fait les comptes. Approximativement. Ouais, c'est ça. Et encore, on a vraiment eu des gigantesques deals, genre Lelo qui nous a fait la séquence d'animation, des crèmes, des amours, ils auraient pu nous facturer tellement plus. Et ça, c'est aussi ça, je vais encore une fois, je fais mon petit coup de pub parce que c'est important tout de même, mais c'est aussi l'avantage de faire affaire avec Archiprod et d'avoir cette possibilité-là derrière de cette collaboration-là permet ce genre de projet-là aussi. Ouais. Parce que bien évidemment, nous, on peut se permettre d'aller chercher dans la trésorerie, de pouvoir financer ça de manière directe et ça crée pas de latence, en fait, concrètement. Et c'est beaucoup plus... Ça va faciliter grandement le processus à ce niveau-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'était assez cool aussi de pouvoir avoir des gens de confiance aussi... avec qui on pouvait travailler, notamment Kélian, plusieurs meetings avec lui justement pour organiser tout ça et franchement c'est cool. Le moment où le projet est devenu sérieux, il y avait le script, mais surtout j'ai fait un gigantesque document Excel avec genre toutes les étapes du projet et le nombre donc d'illustrations dont on avait besoin pour avoir tout, genre quelle carte on allait utiliser, qu'est-ce qui nous manquait, entre guillemets, quel trou dans l'histoire il y avait, et du coup, quelle illustration on devait commander littéralement à des artistes, notamment Bat, avec qui je suis une pote à moi, avec qui je suis allé au resto un jour, et je lui ai parlé en mode du projet, et elle m'a dit, bah franchement, je suis très intéressé, envoie-moi un message, et en fait, elle nous a fait quelque chose comme 70% des illustrations originales de la vidéo. On a réussi à bien s'entourer de gens genre motivés par le projet. Et ça a fait plaisir, genre. Ben, ça a été un gros soutien en vrai, parce que moi je me rappelle, faut savoir que j'ai commencé à travailler sur le projet de manière sérieusement, on va dire, lorsque je suis revenu de mon voyage au Japon, et j'étais un peu en mode, c'était dur de me mettre dedans et voir pop les artworks en fait qui arrivaient, voir débarquer les commissions, les scènes qui commençaient à apparaître et tout et à se présenter, et je me disais mais ok non, ça va être trop cool. C'était vraiment une source de motivation en fait de travailler avec du matériel de qualité en fait et des artistes justement où on sentait que c'était vraiment donné, quoi. Ça, on en parle pas assez souvent, mais je trouve que d'avoir des projets qui sont aussi enrichissants, en fait, ça aide beaucoup aussi, quoi. Moi, j'aime bien, parce que j'aime bien travailler avec des gens que j'aime bien. C'est un peu ça l'idée. Et là, un de mes grands plaisirs de cette vidéo, c'est que j'ai pu commander et demander le travail de plein de personnes que j'aime et je respecte beaucoup créativement, Bats notamment. Du coup là il y a Melo qui travaille sur la séquence d'animation avec Lelo, le studio d'animation, avec la séquence légendaire qu'ils nous ont fait avec Ecclesia qui devient Cartesia, notamment aussi tout ce qui est de la post-production. Toi, je sais que tu viens de l'AMV. Il y a Kerry, il y a Noctis, il y a Loki Clou que t'as amené aussi, qui sont des gens très très talentueux, qui font des AMV, quoi. C'est comme ça que c'est votre pain, quoi, à la base, c'est de là que vous venez, mais juste sur Théro, c'est plus compliqué de déployer ce skill-là, j'ai l'impression. Mais du coup, là, vraiment, on a pu se lâcher d'un point de vue créatif sur ça, j'ai l'impression. À la base, moi, je comptais sortir ça pour genre fêter les 100 000 abonnés. MDR. Tu viens de me le rappeler à l'instant. MDR. On s'est dit, non, ok, pas possible, parce qu'on les a eus en été, je crois, été 2020, été 2024, quelque chose comme ça. Et puis on s'est dit, allez, vas-y, on sort ça pour fin d'année 2024. Oh, je m'en rappelle, c'est tellement vrai. Et tu sais, on arrivait avec le rush de décembre, on était en mode, mais comment on va faire? Et on s'est dit, impossible, en fait, juste impossible. Et donc on s'est dit, vas-y, franchement, fin février, c'est bien. Arrive fin février, bon, franchement, mars-avril, ok, non, toujours pas.
Et je suis en mode, bon, vas-y, franchement, fin mai, ça me semble jouable. On arrive fin mai, on se rend compte qu'on commence à avoir des trucs bien, mais on se dit, ok, il faut autre chose, et il faut 2-3 semaines de plus. Début juin, on voit Konami qui annonce la sortie du coup du vrai animé Albaz et Ecclesia. On se dit, oh putain, non, attends, nous on travaille dessus depuis littéralement 1 an et on va se faire couper les surprises par Konami. Donc on l'a sorti ensemble, on l'a sorti le même jour. On s'est dit qu'on a voulu le sortir peut-être un petit peu avant, mais le même jour, c'est symbolique, c'est sympathique. C'était sympathique, quoi. C'est une belle histoire, c'est une belle histoire. C'est ça, toi t'avais fait un document, toute présentation, toute préparation avec je me rappelle, il y avait tous les plans étaient numérotés avec les numéros. Je crois qu'on avait 70 entre 70 et 90 plans originaux, je crois à peu près. Justement, je vais amener ça parce que forcément il faut qu'on en parle, en parle, mais je suis quand même curieux, et les gens veulent savoir, mais d'où sont sortis ces plans-là? Parce qu'il faut penser à la mise en forme de ces plans-là, il faut penser à comment... Ouais. Je sais où tu m'en vas avec cette putain de question, je sais, quel bâtard. Ok, les gens, je vais arrêter de faire durer le suspense, il faut qu'on parle des fabuleux dessins de Théro. Il va vous montrer. Enfoiré. Il doit vous montrer. Ouais, je mettrai l'image, du coup. En fait, c'est que la règle de base quand tu fais de l'animation, et tellement c'était de la semi-animation qu'on faisait, même dans tout projet créatif, il faut un storyboard pour que tu mettes sur papier tes idées et comment est-ce que tu vois tes plans de caméra et tout. Je ne sais pas dessiner. Je n'ai pas j'ai une tablette graphique pourtant, vraiment. Actuellement, là, vous allez voir un dessin que je vous montre maintenant. Et dites-vous que ce dessin a été fait à la tablette graphique par moi. Et donc là, je montre sûrement quelques-uns. Donc là, Edge imagine du coup Minimus. Voici Maximus. Qui est donc Minimus dans cette forme-là, quoi. Faut monter Frigid aussi. Frigid, oui, qui est là aussi. Frigid et Ecclesia aussi. Ecclesios, Shrug, bien voici Shrug maintenant. Ah oui, Shrug. Alors en fait, faut savoir, c'est que, en fait, ces choses-là, donc c'était des placeholders. Moi, donc j'envoyais ça aux artistes avec du coup une description de ce que j'avais en tête. J'ai demandé à Cartaz notamment de me refaire certains plans de storyboard qui étaient juste dégueulasses, vraiment, ils étaient illisibles parce que je savais pas faire des angles de caméra, des choses comme ça. Il y a vraiment beaucoup de planches de storyboard qui sont restées dans le projet de montage pendant des mois et des mois parce qu'on attendait que les artistes nous envoient les planches, quoi. Vraiment, je pense que pendant 6-7 mois, le projet, quand tu le regardais, était dégueulasse. Tu disais, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi? Genre, vraiment, est-ce bon? Et oui, heureusement, on a gardé la foi, mais il fallait imaginer. C'est génial. Franchement, je trouve ça un easter egg absolument fantastique parce que ils nous ont accompagnés, ils ont marqué au final le projet sans nécessairement le marquer. Et tellement qu'au point où à la fin j'avais envie de les laisser pendant une frame. Il y a eu un moment dans les je sais plus qui nous avait laissé ça, mais il y avait une ghost frame d'un storyboard dégueulasse. Oui. Donc vraiment vous êtes pas passé loin. Si on aurait été moins vigilant, vous auriez eu juste une ghost frame de genre le dessin dégueulasse de Théromique. C'est vraiment RTX off, RTX on. Genre. C'est ça de fou. Moi j'ai pas mal apprécié travailler avec les doubleurs aussi. J'ai Crazy Mon World qui m'a pas mal épaulé sur le casting. Il m'a fourni pas mal de noms. On a eu des gens donc Blue Diamond qui vraiment s'est surpassé sur la voix d'Ecclesia, c'est incroyable. Et surtout aussi il y a des petits caméos un peu partout. Est-ce que tu savais que Sargas est donc doublé par Wendo, qui est un des co-créateurs de Clyde Vanilla, la série audio avec Antoine Daniel? Je ne le savais pas du tout. Tu as écouté Clyde Vanilla ou pas? Je l'avais écouté à l'époque, oui. Il faut savoir, à l'époque, fut un temps, mon Dieu, ça date d'il y a longtemps, mais mon taf, c'était de nettoyer des voitures. Et du coup, souvent, je me mettais des podcasts, des séries audio quand je faisais les lavages de voitures. Et je me rappelle, je l'avais écouté à ce moment-là, quoi. Let's go. Et Wendo, quoi, genre, qui est un pote à moi, on se connaît un petit peu. Et donc, moi, c'était mon plaisir de genre, allez, alors, quel pote est-ce que je vais appeler pour un petit caméo? Vas-y, quelque chose comme ça. On a eu le gros bail, on a eu Nessim Guetta et Johan Sauver qui nous ont fait l'honneur de leur présence dans la vidéo. Donc Nessim Guetta, voix française de Kaiba, Johan Sauver, voix française de Zac Efron. C'est incroyable en vrai, franchement ça fait plaisir. C'est tellement en fait, ça fait partie aussi des trucs comme, je vais revenir à ce que je disais plus tôt, mais ce qui était vraiment, encore une fois, tu commences à monter sur le projet, tu commences à travailler dessus. Et là, t'as la voix de Nessim Guetta qui joue Longman, genre, il est en mode genre, mais waouh, mais ok, il débarque, c'est le méchant, il est en train de trahir les Sword Souls, genre, en mode genre, ok, c'est quand même vraiment stylé. C'est quand même, ça te fait des petits goosebumps un peu, tu sais, avec la petite musique et tout. Et là, t'animes la shot et t'es en mode, ok,
c'est vraiment cool. On se dépose un peu, quoi. Genre, non, j'avoue que c'était en mode... Bien sûr. On s'est pas foutu de la gueule des gens. Je trouve sur le Non. côté un peu surprise. Même pour moi, c'est ce côté de inspirant quand tu passes... Combien d'heures on a bossé sur ce projet? Vas-y, 200 heures en vrai au total. Enfin, 1 an et demi, 18 mois de travail en parallèle. Et tu sais, ça fait un peu projet passion, quoi. Genre, c'est... Bien sûr. T'es obligé de considérer ça comme des heures sup, parce que bah à côté, on savait que c'est pas un projet qui allait être rentable, parce que il fallait que ce soit la chaîne à côté qui entre guillemets rentabilise la main d'œuvre et tout le monde, quoi. Mais du coup, moi j'ai un peu fait un burn-out aussi là-dessus, c'est pour ça que ça a pris un petit peu plus de temps, mais le fait d'avoir des petits caméos comme ça, de se dire allez on se fait plaisir, même si c'est un peu galère on le fait parce qu'on adore ça, il y a ce côté, cette inspiration, cette hype qui nous permet d'aller jusqu'au bout, de pas abandonner, je pense, c'est ça. Clairement. Et c'est vraiment c'est ce qui a fait au final que le projet est sorti, je pense, c'est qu'il a cette gueule-là aussi, quoi. Mais du coup, ouais, si on en revient à notre timeline, je te ramène, Yes. je te ramène dans la track, Bien sûr, back on the track. bien sûr, carrément, t'as bien raison. Donc oui, toi donc tu les avais tous contactés comme ça. Est-ce que tu dirais que ça fait un peu interview? Je te pose une question d'interview. Tu reprends le rôle d'interview, y a pas de souci, vas-y. C'est ça. Non, mais je suis juste curieux de savoir, en fait, est-ce que toi, de ton côté, c'est vraiment comme, quand tu regardes comme ça, surtout, tu vas voir le terreau de Back, il y a 1 an, qui commence à contacter toutes les voix et tout. Est-ce que tu t'attendais à avoir aussi, justement, d'aussi bons profils et avoir un résultat aussi convaincant sur la voix des personnages, ou t'étais un peu en mode, on verra bien ce que ça va donner, mais je vais peut-être laisser plus souvent ma voix ma voix qui fait des accents bizarres pour certains personnages. Je fais un Spriggan et je fais Adine. Ouais, je fais Adine et un Spriggan au total au final dans la voix. Sur les voix, je savais que je voulais Johan Sauver et Nessim Guetta parce qu'on s'était croisés IRL dans des différents trucs, genre à la Japan Expo ou alors aux Anime Awards de Vincent, de Kaozen pour ce, voilà ça. Et j'avais déjà un petit peu disséminé l'idée, ils avaient l'air un petit peu chauds. Du coup, on a un petit peu parlé comme ça a pris du temps, mais on a réussi à faire fonctionner ça. Après, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses où je savais pas à quoi ça allait ressembler parce que j'avais pas mal d'idées de gens, d'artistes avec qui je voulais travailler. Il y avait Starkiller notamment qui fait pas mal d'illus Yu-Gi-Oh! À un moment. Il y avait Vincent Graphic Art, des choses comme ça. Et c'est des gens avec qui finalement on n'a pas réussi à se caler pour vraiment travailler, faire une collaboration sur le long terme. Nécessaire à ça. Et en fait, il y a eu pas mal, entre guillemets, d'imprévus, de bonnes surprises où genre, j'avais absolument pas du tout considéré Bathsheba comme, I guess, directrice artistique parce qu'elle s'est occupée de toutes les illustrations. Elle est un bon 70% des illustrations originales. Mais son style a vraiment bien collé et en fait, j'ai l'impression qu'on a pas mal évolué autour du style des gens. En fait, la vidéo a plusieurs DA à l'intérieur, mais je trouve du coup presque un peu personnel là-dedans, où on sent que c'est un côté un peu collage de genre, autant dans les styles graphiques que même dans le montage aussi, on sent que les scènes sont pas exactement pareilles en termes d'effets, mais ça lui donne un petit cachet, je sais pas. C'est ce qui fait la beauté du projet, selon moi, pour être honnête. C'est d'avoir ce côté-là un peu, t'es surpris, quoi. T'es là, tu regardes le truc, t'es en mode genre, waouh, ok, j'aime trop. Peut-être que la scène d'avant t'a moins plu un peu, mais là, tu regardes la scène après, t'es en mode, ok, ici, ça me parle beaucoup plus parce que, je sais pas moi, il y a une colo différente ou l'artiste dessine les personnages de manière un peu différente, ce qui fait que ça va plus te parler à toi qu'à un autre, quoi. Parle-nous de l'intro, Edge, parle-nous de l'intro. Avec les constellations. Avec les constellations, oui. Ben ça, c'était un truc qui était prévu depuis le début. Je vais être totalement franc et totalement honnête ici dans ce podcast avec vous tous. Je suis pas 100% satisfait de l'intro. Je pense que j'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus clean. Maintenant, avec les délais qu'on avait et avec forcément la charge de travail que ça a été, faut savoir que je l'ai fait sur un PC qui était en fin de vie. Mon PC qui était en fin de vie qui... Quand je lui ai demandé de faire une génération d'espace en 3D, il me regardait avec des gros yeux, il a fait, mais non, arrête, tu es fou. Bah clairement, ça a joué aussi forcément sur le côté... pour le coup, je sentais que j'étais un peu capé par le matériel que plus parce que j'avais envie de faire, quoi. Et ça a notamment créé certains bugs de rendu qui ont fait que derrière j'ai dû aller refixer ça. Bon, je suis quand même content, j'ai réussi à les fixer. Ceci étant dit, ça reste une belle intro selon moi. Mais oui, l'idée de base était un peu inspirée. C'était une inspiration qui venait surtout d'un film que c'était même pas un bon film à la base pour le coup, mais je me souviens, je pense que c'était le Clash of the Titan,
que t'as l'intro Ouais, où tu vois justement des espèces d'étoiles comme ça, et ça m'avait marqué. Bon, je pense qu'on a même repris la musique, mais ça faut pas le dire. Mais notamment, oui, pour le coup... Écoute, la moitié des OST c'est Code Geass, l'autre moitié c'est Stan qui nous a... Stan Dusk, oui. qui faisait les musiques pour les Epic Pixel Battle, si vous avez la ref peut-être, qui nous a fait un taf de malade, mais du coup on a aussi repris quelques petites OST à droite et à gauche, quoi, genre, parce que bon, voilà. Bien sûr. L'idée, c'est ça, c'était un peu de s'inspirer de cette intro-là. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu mystique, et c'était l'idée que j'avais pour l'intro. C'était vraiment d'aller chercher, ok, on commence en entonnoir. On est là, on parle de Yu-Gi-Oh! Au début, ok. Qu'est-ce que vous ne savez pas de Yu-Gi-Oh! Maintenant? Ben, c'est toutes ces histoires-là, en fait. Et comment les illustrer, je trouvais que c'était une belle vision de les illustrer en tant que constellation, pour vraiment un peu aller chercher ce côté-là, genre, plus grand. C'est plus grand que ce que l'on pense, et donc, on regarde vers le ciel souvent lorsqu'on veut voir quelque chose de grand, de gigantesque. Mais forcément, il y avait toute cette espèce de dynamique-là. Oui, je suis quelqu'un de poétique, non. Bah Plus écoute, sérieusement, c'est une... il y avait faut ce voir le côté-là. montage Ok. comme ça, quoi, genre c'est un peu stylé en fait. Et Non, c'est j'aimais vrai. bien, c'est ça, l'idée que les constellations formaient les artworks, et je trouvais que c'était pertinent. Mais honnêtement, je vais être honnête, c'est pas facile à faire avec les artworks qu'on a, notamment à disposition. Je me rappelle avoir galéré sur certaines compos, parce que tu mets des effets sur des shots qui, au final, sont pas en résolution très très bien. Donc, les logiciels ont du mal à calculer, ce qui fait que des fois, tu regardes, si tu fais un arrêt sur image sur l'intro, tu le vois directement que certains traits sont pas précis, et c'est normal, c'est vraiment plus des problèmes techniques dus au matériel que des erreurs qui étaient imprévues, quoi. Ouais, bien Dans sûr. ce cas-là, c'est des choses où on peut pas... Mais oui, ça reste quand même... Je suis assez satisfait tout de même. L'intro, elle est cool. Il y a d'autres effets, il y a d'autres moments que t'aimes bien, que t'as fait. C'est quoi tes plans préférés, tes moments dont t'es le plus fier, tu dirais? Ma partie préférée, c'est celle que le Kiklo a fait avec Sargas et Kit qui vont pour aller chercher l'énergie du capitaine. Avec la scène bien sûr, de fou, ouais. Avec les sprites et tout, mais... de fou, les Therions et les sprites, mon dieu, mais le Kiklo nous a cook une folie. Quand j'ai vu cette partie-là, honnêtement, j'avais des goosebumps. J'étais en mode genre, waouh, ok, ça tabasse tout ce qu'on a fait dans la vidéo, je trouve. Et il y a tout qui est parfait, en fait. Les mouvements de caméra sont parfaits, la musique, elle est parfaite, il y a tout, genre, les voix aussi, je trouve tellement qu'il y a une belle alchimie entre Sargas et Kid, je trouve que les deux, ça marche trop bien, en fait, c'est excellent. Et non, franchement, ce passage-là m'a vraiment marqué. À chaque fois, je pense que je me le suis rematé comme 5-6 fois quand c'est sorti, j'étais en mode, ouais, non, c'est trop bien et tout. Et notamment aussi, un autre passage que j'aime beaucoup, c'est forcément l'arrivée des Despia. L'arrivée des Despia avec... waouh. Le peuple de Dogmatica se transforme en Despia, mais c'est du génie. Genre, la musique, elle est parfaite. Il y a toute la confrontation entre Maximus et Fleur de Lys, du coup, qui est incroyable. Et du coup, ouais, Maximus, quel personnage. Mais mon Dieu, je n'attendais pas à l'apprécier autant. Il faut savoir que c'est mon personnage préféré qui nous de a la fait vidéo. la voix de Maximus, qui vraiment s'est déposée, ouais, dans une performance assez plaisante de sa C'est part. incroyable. Au début, j'étais en mode, ok, est-ce que ça colle exactement et tout, mais vraiment ce côté très gravitas comme ça. Ça faisait très plaisir. J'ai beaucoup aimé Lietis aussi qui fait Kit. Et surtout aussi, il faut dire, franchement, Crazy en Shureg, eh ben, on a pas mal bossé pour choper la voix, mais je trouve qu'il s'en est vraiment bien sorti à la fin. Clairement. Mais oui, ça, je te dirais que c'est mes 2 scènes préférées. Forcément, je ne cite pas mes scènes que j'ai fait à moi dans mes scènes préférées parce que je pense que je les ai trop vues. Je les ai comme trop vues. Et tu sais, en fait, t'es comme... Il y a un effet psychologique que tu te dis genre, ah, j'en ai trop marre, en fait, tu vois. T'es comme à force de toujours de travailler sur le truc, je suis pas mal certain que tu demanderais à tous les monteurs, il y en aurait pas un que sa scène préférée, ce serait celle qui le fait, genre, ça m'étonnerait, en tout cas. Ouais. Et pour le coup, bah, si je devais te dire ma préférée dans celle que j'ai fait, je pense que ça reste la 9, ouais, quand même. Avec l'arrivée de Long Yuan, le rituel qui est interrompu, t'as la transformation, du coup. Cartesia qui est dedans. Mais ça, c'était génial. Franchement, quelle fierté d'avoir pu placer ça dans mon montage et de me dire, mais ok, let's go. C'est moi qui fais les transitions, c'est moi qui assemble tout. J'étais en mode, mais c'est du bonbon, quoi. Franchement, c'était trop bien. Moi, ce que j'aime bien, surtout, là, je skip un petit peu vers la fin, on a vu l'impact que ça a eu dans la communauté. Dans le sens, c'est pas la vidéo qui a fait le plus de vues de la chaîne, ça je pense que on s'en attendait, c'était normal, mais le plaisir vient notamment du fait que vous avez été tellement à nous féliciter, à nous remercier pour cette vidéo. À la Japan Expo, je t'avais raconté Edge notamment, mais vraiment, on a eu, je crois, presque toutes les personnes, I guess, qui sont venues me voir, nous ont dit
félicitations pour la vidéo Albaz et Ecclesia, bravo pour la vidéo Branded. Et j'avoue que j'ai l'impression qu'on a rempli un peu un trou dans le YouTube Yu-Gi-Oh! Global. Genre ce côté de, tiens, voilà, il y a cette grande histoire qui existe, qui est pas très accessible, mais qui est trop bien. Et maintenant, enfin, elle est de A à Z, tu l'as, quoi. Genre, ça faisait plaisir. Il y avait des trucs qui existaient déjà un petit peu avant, mais je pense là, on lui a rendu hommage du mieux qu'on pouvait, quoi. Sans qu'on entre dans l'axe Albaz et Ecclesia, je trouve que un tel projet, avec une telle envergure sur du Yu-Gi-Oh!, on n'a pas vu ça souvent. Je trouve quand même de manière amateur, là, tu sais, on parle de trucs complètement amateurs. On n'a pas vu ça souvent. La plupart des projets qui sont beaucoup plus à haut budget côté Yu-Gi-Oh!, ça va souvent être plus des trucs où tu vas avoir, tu sais, fait par des influenceurs qui vont avoir tendance à plus se filmer, avoir plus le côté qui est, tu sais, je pense à Team Sam par exemple, qui a des très très belles, qui a une assez grosse qualité de production en fait dans ses vidéos et qui à chaque fois que c'est toujours assez clean. On a pas mal, c'est Ruggles aussi, je pense, si je me trompe pas, je vais pas détruire son nom, qui est mais qualité incroyable aussi des vidéos. Je trouve que c'est très très cool à regarder. Et tu sais, on a cette communauté là où t'as beaucoup de créateurs et je trouve que c'est cool, mais il y avait pas de projet comme ça, quoi. Il y avait pas un projet où tu te disais ok, il y a un truc où ils ont mis un budget de fou, ils se sont donné la peine, ils ont fait des artworks spéciaux pour le truc, ils ont animé les shots et tout, tu sais. Je trouve que ça remplit un trou qui manquait. Il y a quelque chose que, justement, d'avoir un projet comme ça. Et je pense que ça ouvre aussi des opportunités pour potentiellement d'autres choses plus tard aussi qu'on pourra peut-être explorer. Donc, ça tease un petit peu. Intéressant. Non, on sait jamais, hein, franchement, ça reste. C'est vrai. Tu sais, même au-delà de ça, peut-être que ce sera pas aussi ambitieux. Il faut apparaître que ce soit pas aussi ambitieux nécessairement dans les prochains mois, mais tu sais, peut-être avoir des vidéos plus typées comme, justement, pourquoi personne ne joue les samouraïs avec peut-être de temps en temps. Tu sais, je me rappelle qu'on avait fait pareil pour les histoires cachées, Halloween. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Halloween, les histoires cachées. J'ai pensé à Halloween direct, je la kiffe trop. Je la kiffe trop, Halloween. We'll be back. We'll be back soon. Avec d'autres projets un petit peu style animation de cartes ou alors un petit peu de semi-fiction. Ça, c'est clairement, l'envie est là. Faut qu'on trouve encore exactement comment est-ce qu'on développe cette envie en quelque chose de concret, mais c'est sûr que non, ça va arriver, ouais. Edge, est-ce que tu as des anecdotes ou ton moment préféré de la production, par exemple? Le truc qui me le plus, que j'ai trouvé le plus enrichissant, c'était parce que moi, faut savoir que genre, chez Archiprod, en fait, concrètement, je fais beaucoup de retours vidéo. Je suis beaucoup, justement, dans la gestion des équipes et c'est moi qui ai réuni un peu l'équipe de monteurs au niveau de ce projet-là, quoi. Et je te dirais que mon moment préféré, c'était vraiment d'avoir les V1 des monteurs. Je leur faisais les retours et tout, et on travaillait ensemble, justement, sur les retours, et de voir, au final, comme le projet amélioré de fil en aiguille, tu vois, en tant que tel, parce que faut savoir qu'on dans l'équipe, on a des gens de tout type de niveaux différents, et c'est vrai que quelque chose qui est vraiment incroyable, c'est aussi de voir à quel point quelqu'un peut progresser aussi. Tu sais, même moi, au final, même moi en tant que tel, quand je regarde mes V1 et que je les compare à mes versions finales, c'est pas du tout la même chose. Et ça, je pense que c'est l'une des choses qui au final, je trouve la plus belle dans notre milieu, c'est vraiment l'amélioration le talent, en fait, qui se développe. Et au final, tu sais, t'as des monteurs qui étaient dans l'équipe qui avaient pratiquement jamais touché à ce genre d'animation-là, tu vois. Et au final, ils ont réussi à faire quelque chose d'incroyable. Et tu te dis, mais c'est juste... Franchement, ça, c'est beau, tu vois. Je trouve que tu t'améliores au travers de ça, et je trouve que c'est un peu ce que j'en ai retenu aussi au-delà de tout le reste, quoi. C'est tenter quelque chose d'un peu plus ambitieux. C'est pas parfait. C'est sûr et certain que c'est pas parfait. Mais le chemin au final qui a été fait derrière et que l'apprentissage qui a été fait aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué quand même, tu vois. On en a chié sur la fin. Vraiment, tu sais, il y a le côté, tout le monde a fait de son mieux, on a un truc vraiment beau, on veut le sortir dans les temps, mais du coup, il faut que ça soit vraiment le plus parfait possible, et quelque chose, on a passé une semaine, I guess, quelque chose, ouais, le dernier rush de fin, on a passé presque une semaine en call non-stop pour genre gérer les derniers trucs d'assemblage et tout, de s'assurer que tout fonctionnait, le mixage qui nous a cassé les couilles sur la fin. Ouais, on n'est pas des gars d'audio, hein. Non, c'est sûr. Mais clairement, on avait Scallop qui nous aidait, mais du coup on a dû faire plein de trucs aussi, et on est resté jusqu'à très tard. Galère de rendu. Des galères de rendu aussi. Ouais. Tu sais, faut savoir, les petits potes, quand vous avez des projets comme ça qui sont comme, réunissent plusieurs parties faites par plein de montages différents, il y a plein de choses qui entrent en compte, des trucs techniques, en fait, qui font que derrière, quand t'arrives pour rassembler tout ça, il faut que tout soit raccord, en fait. Et moindrement qu'il y a un truc qui fonctionne pas, moindrement que, je sais pas moi, qu'il y a une frame manquante ou un truc, faut que tu refasses un rendu. Et nous, pour ce genre de projet-là, on avait une seule règle avec Tero, c'était
on ne le poste pas tant qu'il n'est pas pixel perfect. C'est-à-dire que pendant comme plusieurs heures à juste remater la vidéo, comme refaire un rendu, ok, je flague un truc, ok, on va corriger ça, je me faisais une liste de trucs à corriger, j'allais les corriger, je refaisais un export, et là, boum, ok, première qui a fait un crash ou qui a fait une ghost frame à un endroit random, ben, ça implique de refaire des rendus, et puisqu'on voulait avoir une qualité parfaite, ben, forcément, il fallait qu'on refasse des rendus avec des gros formats, ça demandait un temps de fou. Et non, franchement, c'est vrai que c'était drainant sur la fin, mais c'est ce qui est nécessaire aussi pour tout gros projet, je pense. C'est sûr que là, on était dans une deadline serrée, mais ça reste, selon moi, ça va avec le fait de travailler sur des formats qui sont plus exigeants et qui sont beaucoup plus... Au final, j'ai envie de te dire, si on a une vidéo comme ça par année, où tu te dis, ok, on est fier après, puis ça crée ce sentiment de fierté, ça vaut la peine aussi qu'on se batte pour ça, tu vois. Et à côté de ça, bon, les vidéos qui sortent à chaque semaine, c'est sûr qu'on est un peu plus, on y va un peu plus mollo sur tout ça, et disons que le workflow est beaucoup plus simple. Les vidéos semaine par semaine, on les poste. Moi, elles me font plaisir. Je suis très heureux. Je les ai écrits, on les a montés. C'est beau, c'est sympa, mais ça me fait pas grand chose quand on les poste. Je me dis, oh ouais, bah, on poste la vidéo, quoi. Genre là, quand on était à 16h, 17h50, quelque chose comme ça, et on était en mode, ok, la vidéo sort dans 1 minute. J'avais le cœur qui battait, mais comme lorsque j'avais sorti ma première vidéo sur la chaîne Tero, quoi. C'est de nouveau, l'adrénaline est là, quoi. Oh non. Bah, c'est ce qui fait aussi la beauté de la création de contenu en soi, quoi. Tu sais, d'avoir les retours des gens, d'avoir tout. Tu le montres à tes potes, tu le montres à ta famille, t'es en mode genre, regardez sur quoi on a bossé, t'es fier, quoi. Donc, c'est ce qui fait que selon moi, c'est un beau milieu. Du coup, tu l'as montré à des gens qui ne connaissent pas Yu-Gi-Oh! C'est toi, du coup, ouais. Ouais, je l'ai montré à des gens qui ne connaissent pas Yu-Gi-Oh! Mais qui sont quand même fans un peu d'univers fantastique et tout. Ils ont trop kiffé, tu vois. Let's go, quoi. Ça, c'est la preuve, selon moi, qu'on a réussi à faire quelque chose d'assez compréhensible quand même. Parce qu'il y avait pas de moment où ils étaient en mode, je comprends pas ce qui se passe, tu vois. Et c'est un peu le but qu'on recherchait aussi, je pense, en tant que tel, dans le sens où, tu sais, tu voulais pas arriver puis que ce soit pas clair, quoi. Ce qui est drôle, c'est que Bat, qui du coup, en bossant sur les illustrations, au départ, Bat ne connaît pas du tout Yu-Gi-Oh! N'a aucune connaissance du jeu à part les trucs très très vagues. Et maintenant, elle est en mode, Shureg, mon fils, Almaz Base Boy, quoi, genre, et c'est vraiment, elle est entrée grâce au projet un peu dans l'univers et dans l'esthétique de Branded, et c'est un peu le côté de genre, tiens, même si tu connais rien aux cartes, il y a ce côté de vas-y, l'univers est fun, quoi. Ça vaut le coup de regarder à quoi ça ressemble. C'est surtout pour des artistes aussi, je pense qu'on est... Bah, après, je veux pas parler pour les gens, évidemment, mais moi, en tant qu'artiste, je suis très sensible au visuel, tu vois, je suis très sensible à l'image en elle-même, donc c'est sûr que tu me montres ces personnages-là qui sont tellement uniques en leur genre, en fait, dès le début, tu sais, ça vient te chercher aussi, tu vois. En tant qu'artiste, c'est un peu en mode genre, wow, ok, après, je ne parlerai pas pour Bat, évidemment, mais moi, je sais que c'est l'effet que ça me fait quand j'ai vu les artworks la première fois, je suis en mode genre, ok, c'est incroyable, c'est trop stylé, tu vois. Ils ont une vraie personnalité, tu vois. J'avais une patte artistique, mais moins, entre guillemets, primaire, vu que j'étais plus un gestionnaire de projet, enfin, genre, j'étais surtout en charge du rythme des choses, d'une DA globale, mais moi, ce que j'ai apprécié, c'était un peu le truc un petit peu d'ingéniosité qu'on pouvait trouver, où, tu sais, genre, il manque une illustration à un moment, au lieu de commander une illustration, on va trouver dans d'autres cartes Yu-Gi-Oh! Qui existent, pour voir si on peut trouver un truc sympa, quoi, genre, le plan de transformation, genre les habitants qui deviennent les Despia, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une carte Yu-Gi-Oh! Qui s'appelle Perfect Light, je sais plus quoi, quelque chose comme ça, ou c'est juste un mec qui devient ténébreux, quelque chose comme ça. Du coup, il y a vraiment plein de petits machins de comment est-ce qu'on peut optimiser le processus, quel caméo, quelle petite référence on peut caler, qui nous est utile et qui en plus rajoute un peu de cachet à la vidéo. C'est vraiment, j'ai passé pas mal de temps à être en mode, tiens, comment est-ce que ça peut être le plus fluide et le plus personnel possible, techniquement. Ça m'a fait plaisir. Ouais, franchement, non, mais c'est aussi ça fait partie du challenge aussi, quoi. Edge, honnêtement, est-ce que t'as caché des trucs dans la vidéo? Je n'ai pas souvenir d'avoir caché des trucs dans la vidéo. Peut-être que le Edge du passé le fait et que je ne m'en rappelle plus, mais j'ai pas souvenir de l'avoir fait. Tu fais pause au exactement bon moment, tu regardes bien, il y a genre un chien en opacité basse derrière dans le décor, quoi. Peut-être que j'aurais dû le faire, parce que c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça aurait été extrêmement drôle. Oh putain. De te le faire découvrir en plein podcast. J'aurais été dévasté. Tu sais, je me dis, oh non. Moi, ce qui me ferait, c'est que t'as pensé que j'ai pu faire ça. Genre, ça veut dire que tu me trouves vraiment insidieux, genre. Tu sais que, genre, sur Cinématrash, on faisait ça tout le temps. Enfin, même dans la bannière de Cinématrash, toujours, il y a un chien qui est caché. Ah ouais, c'est génial. Moi, d'ailleurs, ça me faisait entièrement anecdote qui digresse. Dans une vidéo de Manga Trash, la phrase, c'était « Ouh là là, c'est pas gay tout ça, quoi ». Et sur le « c'est pas gay », sur le mot « gay », on avait mis une image de Jotaro qui apparaît dans un coin. Vraiment pour genre 3 frames.
la moitié des commentaires étaient là-dessus. Ça me faisait trop rire. Wow. Pour être honnête, je pense que j'avais trop de respect pour le projet, Oui, en fait. ouais. Il y avait ce côté-là un peu où, tu sais, tu te dis, bordel, on a tellement travaillé fort et c'est tellement de frais aussi qui sont engendrés, tellement d'enjeux qui tournent autour de ça que tu te dis, en fait, tu veux pas déconner, quoi. Il y a ce côté-là un peu presque comme quand t'es à l'armée, tu vas être en mode genre, ok, on fait le truc. Là, c'était moins, entre guillemets, c'était moins une vidéo YouTube qu'un court-métrage, j'avais l'impression. Et d'ailleurs, ça se voit, enfin, la vidéo est absolument pas gamifiée pour l'algorithme YouTube. C'est pour ça qu'elle fait pas non plus des gigantesques vues, elle fait des vues correctes, mais c'est ça. Mais parce que, il y a, je pense, même dans le côté un peu titre migna et tout, un peu dans l'ambiance, on sent qu'on regarde pas une chronique, on regarde un projet de fiction. Et c'était plus ce vibe-là qu'on voulait avoir, ce côté de... On est un peu prestigieux nous aussi, regardez quoi. On n'a pas beaucoup de stats, mais on a du drip. Exact, let's go quoi. Non en vrai franchement ça va, la vidéo elle tourne bien, je regarde les stats. Tu sais c'est les vidéos un petit peu qui montent lentement mais sûrement, là où donc elle stagnera jamais quoi, genre elle aura toujours un petit peu de traction dessus. Nickel dans mes veines. Exact, de quel plaisir quoi. Ça a demandé 18 mois de travail assez ardu, où surtout en plus je me sens plus intelligent, plus compétent que ce que je n'étais au début. Je sais que j'ai fait pas mal d'erreurs durant la production, il y a eu des gens que j'ai fait un peu poireauter trop longtemps des fois, ou des trucs que je savais pas trop gérer. Je me sens un bien meilleur gestionnaire de projet maintenant, après cette épreuve du feu. Il y a un monde où on se remet une deuxième assiette de quelque chose comme ça, peut-être un autre lore, qui sait, ou voilà, ou d'autres trucs peut-être plus originaux. Moi, ça m'a donné envie. Là, on s'est bien posé, parce qu'on en avait besoin. Après, c'est beaucoup de travail, mais je pense qu'il y a peut-être autre chose qui va arriver à un moment ou à un autre, je pense. Ouais. Oui, dans tous les cas, vous aurez toujours des vidéos à vous mettre sous la dent un peu plus ambitieuses, type R4, que de Lyoko, etc. On a quand même envie, je pense que Théro, tu pourras parler pour moi. Évidemment, je veux pas t'enlever les mots de la bouche, mais j'ai le sentiment que c'est quand même une direction qu'on veut prendre aussi pour avoir quelque chose des vidéos qui sont tout de même très qualitatives, sans que ce soit, sans qu'on balance des chroniques à chaque semaine. C'est ce qui veut dire on arrive quand même à avoir des côtés un peu storytelling, mais sans casser notre rythme de une par semaine. Ça, je trouve qu'on peut ça me fait assez plaisir, quoi, genre, ouais. Je pense que c'est ce qui fait la force de la chaîne aussi, c'est d'avoir une certaine cadence, mais en même temps, une fois de temps en temps, on a un gros projet qui pop et qui montre un peu ce qu'on sait faire de manière avec un peu plus d'effort, un peu plus de temps, et sur un format un peu plus long, un peu plus établi, quoi. Je sais que, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que ça doit te prendre beaucoup plus de temps aussi au niveau de l'écriture des textes. Terrifiant. Lorsque tu dois attaquer un énorme sujet comme ça peut être je me rappelle Ben 10, tu m'avais dit que ça avait été genre un rabbit hole Tetris 3 aussi. semaines, Tetris ouais, vraiment, aussi. à chaque fois, des gigantesques vidéos comme ça, ça te mange toute l'avance que tu construis. On s'en sort, mais ouais, c'est... Le mot sacrifice n'est pas adapté. Mais tu sens, t'es au revoir, 3 semaines d'avance, et elle n'existe plus maintenant. Let's go, ouais, super quoi. Mais c'est pour ça qu'en vrai, c'est important d'avoir ces vidéos-là, justement, les chroniques Yu-Gi-Oh! Qui sont peut-être un peu plus simples, dirons-nous, mais qui permettent justement de garder cette avance-là et qui, toi, derrière, vont te donner plus de marge de manœuvre pour être en mesure de pouvoir écrire les plus gros concepts qui arrivent et nous, derrière, à l'équipe, de pouvoir les créer aussi, quoi. C'est ça. Parce qu'il faut savoir, en vrai, ça, c'est un truc qu'on a un peu survolé, et je vais pas m'attarder trop là-dessus non plus, mais on a quand même beaucoup de monteurs dans l'équipe. Et concrètement, comment ça se passe, c'est que on a l'équipe forcément des plus anciens et ceux qui sont un peu plus expérimentés, qui eux vont être sur les plus gros projets, ou alors certaines, des fois ça va être des intros de vidéos, on va essayer de les mettre sur les trucs les plus importants, quoi. Et forcément, dès qu'on va recruter des nouveaux monteurs, dès qu'on va avoir trop de monde et qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de vidéos d'avance, là, dans ce cas-là, on va pouvoir avoir un roulement qui va être un peu plus efficace à ce niveau-là. Et de sorte à ce que les monteurs qui sont un peu moins expérimentés, qui viennent d'arriver, par exemple, se fassent à la DA, et ensuite, on roule et on peut les mettre sur les plus gros projets, et ça fait une espèce une belle roue qui tourne comme ça. Comme ça, lorsqu'on perd quelqu'un, imaginons qu'un monteur se désiste ou doit quitter l'équipe pour X ou Y raison, nous, derrière, on prend là des anciens nouveaux, on lui dit, OK, est-ce que tu voudrais un peu plus embarquer sur les projets un peu plus gros, un peu plus ambitieux, et dans ce cas-là, on a déjà fait beaucoup de formations en amont pour ça, quoi. Et c'est ce qui fait la beauté aussi du système qui a été créé au sein de la chaîne et qui fait que ça marche aussi bien, quoi. C'est plus un côté un peu consécration, de fait qu'on ait réussi... Moi, je suis assez fier d'avoir réussi à faire Branded tout en gardant le rythme, qui est un petit peu la preuve que la machine fonctionne. Qu'on a réussi à tenir un rythme avec une équipe, tout en ayant une deuxième qui travaille à fond sur Branded, et que les deux se relayent et les uns comptent sur les autres. Ça m'a fait vraiment plaisir
à voir, quoi. Ouais, franchement, c'est une belle chose en vrai de vrai, parce que définitivement, tu sais, moi, par exemple, que ce soit moi ou tous les autres monteurs de Branded, on était pas très disponibles dans les derniers mois. Bah, c'est ça. Ouais. OMG, Edge est enfin de retour sur les vidéos. C'est fou, quoi. Ouais, j'ai toujours été un peu là dans le coin quand même, hein. C'est moi qui fais tous les titres. C'est vrai. Faut savoir. Oui, c'est vrai, voilà. Si vous voyez un titre, sachez que c'est Edge qui l'a crafté à la main avec beaucoup de tendresse. Et c'est ça, quoi. Non, c'est juste bien. Edge, j'arrive un petit peu à la fin de ma liste, de ma structure. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais aborder, des choses qui te reviennent, que tu voudrais sur lesquelles on retourne un petit peu? Bah moi j'aurais une question en fait pour toi, Ouais. concrètement en ce qui concerne Branded. Je suis curieux je sais que t'en as déjà beaucoup parlé en tant que tel, mais justement, je vais te retourner la question que tu m'as posée. Et je voudrais savoir, toi, est-ce qu'il y a un moment dans la vidéo où tu te dis genre, ok, ce moment-là, c'est mon big highlight, genre, les gens veulent savoir, le peuple Alors, se demande. La réponse évidente, c'est la séquence d'animation de Ecclesia qui devient Cartesia. Ça, vraiment, enfin, on ne peut jamais remercier assez Lelo, le studio qui nous a fait ça. La séquence est magnifique. Tout le monde est en mode, mais c'est pas l'animé. Non, c'est vraiment, ça a été commandé pour nous, quoi. Genre, donc c'est un peu un regarder, on est pro, quoi. Donc ça, je la mate je l'ai maté tellement de fois déjà. Je pense que mon plan préféré, c'est pas le plus impressionnant, mais je trouve vraiment puissant, c'est celui où Albaz devient Albion dans les Spriggan quand il affronte, juste avant qu'il parte affronter le gros serpent de Golgonda. Et c'est Noctis qui a fait ça, et vraiment... je sais pas pourquoi, j'adore ce plan, il est magnifique et l'animation est vraiment bien calée, ça fait très plaisir, quoi. Avec la musique de, mon dieu, c'est pour ceux qui auront la ref, la musique du raid où ça part en vrille dans Endwalker sur FF14. Ah voilà. Je ne me rappelle plus du tout du raid, mais c'est à Tavener quand c'est la fin du monde et que d'un coup cette espèce de musique-là de panique absolue qui pop, mon dieu, c'était très bon choix de musique à ce niveau-là d'ailleurs. Bah c'est merci à toi qui m'a fourni plein de trucs aussi, vraiment on a fait des grosses badges de musique et j'ai passé une bonne semaine à tout caler, voir qu'est-ce qui marche pas. Peut-être le dernier moment qui vraiment me fait plaisir, c'est la toute fin sur littéralement la dernière phrase, le libre d'écrire leur propre histoire. Et t'as une petite montée sur la musique. Sur la fin de la montée, on passe sur le générique. Et juste ça, c'est tellement satisfaisant à écouter. T'es en mode, on l'a fait, quoi. Ah, ça, c'était bien. Bah, franchement, ouais, que dire de plus? Que on dire l'a de fait, plus? Sinon, man, un big shout out à toute l'équipe. Big shout out à toute l'équipe. Un merci spécial aussi à Warlock, que je n'ai pas du tout cité pendant le podcast. Mon Dieu, je suis désolé, Warlock. Mais big shout out à Warlock qui m'aide beaucoup sur la gestion aussi, parce que on est deux à faire la gestion chez Tero. Exact. Étant donné que moi, j'ai les bras partout. il me faut de l'aide à ce niveau-là. Et c'est ce cher Warlock qui m'aide à ce niveau-là et qui permet de faire en sorte que la chaîne puisse sortir une vidéo par semaine aussi. Donc ouais, un grand merci à lui et un grand merci à tous nos monteurs, à tous les gens qui ont taffé sur cette vidéo. Bien sûr, quoi, ouais. Et avant tout, bien sûr, à tout le monde qui est là, en fait, vous les spectateurs, vous les gens qui sont abonnés à la chaîne, mais c'est un beau projet qu'on construit, donc... C'est ça. Qui sait où est-ce que ça va nous amener encore? Moi, j'ai quelques idées déjà, mais je pense qu'on va s'amener vers des choses assez marrantes, franchement. Eh bien, écoute, je serai là pour exécuter. Et on espère que vous aussi, chers auditeurs, vous serez avec nous. Et merci à tous de nous avoir suivis. Je pense que c'est un beau mot de la fin. Peut-être Edge, un petit mot de la fin pour finir comme ça. Pour ceux qui sont chauds de tenter l'aventure, Archiprod recrute des monteurs. Let's go. Donc, voilà quoi. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Je mettrai le formulaire en description, mais c'est ça. Non, pour être honnête, bien évidemment. Petit mot de la fin, merci à tout le monde et franchement, on va essayer de vous produire du contenu tout aussi qualitatif pour la suite et on reste très motivé. Donc franchement, stay tuned. Yes. Pour la suite, on vous prépare du lourd. Et c'est ça. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis sur l'âme des castes, le podcast qui parle de Yu-Gi-Oh et un peu de YouTube. On a plus l'impression en ce moment. Écoutez, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Encore merci de soutenir la chaîne et de nous permettre de continuer de faire des projets aussi ambitieux que celui-là. Sans vous, rien de tout ça n'existerait et donc on vous remercie chaleureusement et du fond du cœur. On se retrouve très très vite, croyant l'âme des cartes, et à la prochaine. Au revoir tout le monde, prenez soin de vous et vive Montréal. Et ciao.